Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du 25 janvier 2023. À la une de l'actualité de ce jour, Madagascar participe au sommet africain sur l'alimentation, le sommet Dakar 2 à travers le président de la République Andjradouane à Diamondio, Dakar, Sénégal. Ce sommet se tient du 25 au 27 janvier 2023. Le thème pour cette deuxième édition est Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience. Ainsi, le but de ce sommet est de libérer le potentiel de l'Afrique et d'exploiter à 100% les ressources agricoles du continent, mais aussi de mettre fin à la dépendance alimentaire à travers la mise en place d'actions concrètes en travaillant de près avec les partenaires. Pour Madagascar, le but est l'autosuffisance alimentaire tout en exploitant le fort potentiel agricole du pays, un objectif qui est inscrit dans le plan de développement du pays. Les détails avec Nadir Goutmauf et Andraz Adjaibé. Environ 828 millions de personnes dans le monde ont faim et 249 millions d'entre eux sont en Afrique. La lutte contre cette famine à travers la mise en place de stratégies efficaces pour pouvoir permettre l'autosuffisance et la sécurité alimentaire dans le continent africain est le but de cette deuxième édition du Sommet africain pour l'alimentation, Sommet Dakar 2, Nourrir l'Afrique, souveraineté alimentaire et résilience, sous la houlette de l'Union africaine, menée par le président sénégalais Macky Sall et la Banque africaine de développement, ici à Diamondio, Dakar, Sénégal. La sécurité alimentaire se base sur l'agriculture et pour l'Afrique, 60% de ces terres arables ne sont pas encore exploitées. Le but de ce sommet est de libérer le potentiel de l'Afrique, également dans ce domaine agricole, et de mettre fin à la dépendance alimentaire. Madagascar participe également à ce sommet africain pour l'alimentation à travers le président de la République de Madagascar, Andjradouane. Et les priorités pour Madagascar sont d'élaborer un plan d'action national pour l'autosuffisance alimentaire, l'aménagement d'au moins 115 000 hectares de rizières et la facilitation de l'accès maximum de producteurs aux intrants. Le président Andjradouane est parmi les chefs d'État qui ont partagé leur vision de la croissance dans l'agriculture, de l'intégration régionale, des partenariats publics-privés dans la mise en œuvre de la politique de la sécurité alimentaire durant ce sommet. Pendant son intervention, le président a été clair sur la guerre que mène l'Afrique et qui est la guerre contre la faim et la malnutrition. Je tiens à dire que ce ne sont pas seulement les armes, les bombes, ni les chars qui tuent, mais la famine tue, la malnutrition tue, plus que les conflits armés. Vous savez, aujourd'hui, il y a 25 000 personnes qui meurent chaque jour de la faim dans le monde, dont 10 000 enfants chaque jour. Mais on n'en parle pas. Et je suis heureux que tous les leaders africains sont présents ici pour relever le défi ensemble. Et le thème que nous avons choisi, Nourrir l'Afrique, la souveraineté alimentaire et la résilience, c'est un défi planétaire. Et que je tiens à remercier tout d'abord tous les chefs d'État qui sont présents ici. Cela marque notre volonté de changer l'histoire de notre continent. Pour l'Afrique, il s'agit d'utiliser le potentiel existant, les jeunes et les terres entre autres. Selon Andjradouane, la seule arme possible contre cette guerre, ce sont ces potentiels-là. Le continent africain, qui fait plus de 30 millions de kilomètres carrés, est beaucoup plus grand, nous sommes beaucoup plus grandes que la Chine, l'Europe et les États-Unis réunis. Donc nous avons des armes beaucoup plus puissantes. Alors moi, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que certainement nous avons tous des programmes, mais il y a une chose que je voudrais partager. Chaque jour, nous faisons une prière. Que notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Mais surtout, dans la prière, il dit « Donnez-nous chaque jour notre pain quotidien ». Mon souhait, c'est que chaque individu, chaque famille puisse être nourri et qu'ils puissent avoir leur pain quotidien. Ça, c'est mon souhait personnel. Pour ce faire, il y a une seule solution. La solution, c'est bien évidemment d'augmenter le rendement de chaque agriculteur en leur octroyant des semences, en investissant grandement dans les semences, mais également dans l'engrais. Ça, c'est une chose, la première solution que je propose. Deuxièmement, l'octroi des terres et des terrains également, à l'ensemble des agriculteurs. C'est à travers cela, parce que quand on parle d'augmentation de rendement à l'hectare de chaque paysan,
cela signifie à l'augmentation de leurs revenus, alors à l'augmentation bien évidemment du pouvoir d'achat, mais à l'augmentation du PIB et de la croissance de chaque famille. Et je termine en disant qu'un bon père de famille, c'est celui qui sait nourrir en fait sa famille. Et un bon président, c'est celui qui sait nourrir sa population. Dans un tout autre sujet, la tempête Chenezo s'intensifie de plus en plus et actuellement classée comme cyclone tropical avec des vents de 120 km à l'heure et des rafales de 165 km à l'heure autour de son centre qui se trouve à 155 km à l'ouest, nord-ouest de Mourndave vers 17 h. Il apporte des vents jusqu'à 80 km par heure et fortes pluies sur les côtes sud et sud-ouest de l'île. Par conséquent, ces zones sont toujours placées en vigilance jaune. Reportage. Alors que le centre du cyclone Chenezo était situé à 180 km à l'ouest de Mourndave hier vers 17 h, aujourd'hui, il se rapproche des côtes de l'île car il était situé à 155 km à l'ouest, un peu au nord-ouest de Mourndave vers 17 h. Il a de nouveau été classé cyclone tropical ce jour car il apporte des vents allant jusqu'à 120 km par heure et des rafales de 165 km à l'heure autour de son centre. Ce cyclone apporte des vents allant jusqu'à 80 km par heure sur les côtes ouest et sud-ouest de l'île. Par conséquent, la vigilance jaune pour Touliar 1 et 2, Mourndave, Murumbe, Belturbine et Imans est toujours maintenue. Les usagers de la mer ne sont pas autorisés à poursuivre leurs activités en raison des conditions météorologiques locales. Par ailleurs, les pluies estivales se poursuivent toujours pour les hautes terres jusqu'à samedi. Ensuite, de nombreuses routes sont encore coupées pour le moment dans plusieurs régions de Madagascar selon le communiqué publié par le ministère des Travaux publics. La partie nord de l'île est particulièrement touchée par les inondations, les éboulements et les affaissements. Des initiatives ont été déjà prises par ce ministère pour rétablir à l'heure normale la circulation dans le plus bref délai. Reportage. Le ministère des Travaux publics avise toujours les usagers de la route que de nombreuses routes sont encore fermées dans plusieurs régions de l'île en raison des inondations, des éboulements et des affaissements, particulièrement dans la partie nord de Madagascar, à savoir la RNP 4, région de Betsbouk, au PK 378, et la RNP 4 dans la région de Bouin, PK 434 au croisement d'Indiendi en raison des affaissements de la chaussée. La RN6 reliant à Boujmam et Antsui, la RNS 45 reliant à la Kamis à Mbouima et Vuiparar, la RNT 19 à Katsep Mazang au PK 56 Dik Tangoumen à Bevar, la RNT 33A qui mène vers Tsaratanam sur la RN4 en raison de la montée des eaux, et la RNS 25 dans la région Vadvav dans le Fouktan de Vuiparar et Ifanadine en raison des éboulements. Des interventions sont déjà en cours dans ces zones, selon le communiqué publié par le ministère des Travaux publics. De ce fait, les usagers sont incités à respecter les consignes données sur place et à être prudents. Le ministère, avec l'aide des différentes entités gouvernementales et régionales, met en œuvre tous les moyens disponibles afin de rétablir dans les plus brefs délais la circulation. Et puis, la réhabilitation de la route nationale 34 reliant Antirabé et Malaybandi, long de 331 km, a également été lancée. Ces travaux sont financés par la Banque mondiale et doivent être achevés d'ici 8 mois, selon le ministre des Travaux publics qui s'est rendu sur place hier pour constater de visu l'avancement des travaux. Anena Martina et Nza Hanjiansu. Les travaux qui doivent être réalisés dans la reconstruction de la route nationale 34, reliant Antirabé et Malaybandi et longue de 331 km sont clairement divisés en 5 tronçons. Premièrement, la réhabilitation des points endommagés dans les premiers 150 km, la réhabilitation des infrastructures telles que les ponts et les bus, la réparation des routes glissantes et des points noirs, le maintien de la circulation à travers le cantonnage et la construction de la route de Tablav jusqu'à Mianjfaz, long de 50 km. Les travaux sont déjà en cours et le ministère des Travaux publics s'est rendu sur place pour constater de visu l'avancement des travaux. L'entreprise qui prend en charge la réhabilitation de cette route a déjà reçu des instructions pour l'accélération de l'exécution des travaux, le respect des normes et de la qualité, a précisé le ministre. La réalisation des travaux se fera en 8 mois selon les explications. Réhabilitation de routes qui entrent dans le cadre du projet PDDR et CERC financé par la Banque mondiale.
Et 4 mois après le début de la réforme totale de la liste électorale, 65% des électeurs y sont désormais inscrits selon les dernières statistiques fournies par la CENI, cette commission indépendante qui mène toujours des discussions avec les partenaires techniques financiers concernant le budget pour mener à bien l'élection présidentielle selon les explications. C'est Rani Lantou. 9 40 500 électeurs sont inscrits sur la liste électorale 4 mois après le début de la réforme totale de la liste électorale. Selon la CENI, les citoyens peuvent encore s'inscrire auprès des Foukontagnes après le 31 janvier, date de la fin des porte-à-porte. Cette dernière à travers son président, Dame Adjianar Seydou, qui a également confirmé que l'élection aura lieu cette année. La CENI, avec les partenaires techniques et financiers, tels que les représentants du PNUD, l'Union européenne et l'Union africaine, ont effectué ce jour une rencontre afin d'échanger leur avis concernant la réalisation de l'élection et le budget nécessaire à sa réalisation. En santé, l'Union européenne allouera 32,5 millions d'euros pour soutenir le système de santé à Madagascar. C'est ce qu'a annoncé hier le nouvel ambassadeur de l'Union européenne lors d'une visite de courtoisie auprès du ministère de la Santé publique. Cette aide se concentrera en grande partie sur les fournitures sanitaires. L'Union européenne qui collabore avec Madagascar dans le secteur de la santé depuis longtemps. Reportage. Vous savez qu'on a un gros programme bilatéral de coopération avec le pays. Et nous avons décidé d'allouer 32,5 millions d'euros à un programme santé qui va se concentrer d'une part sur l'appui à la Salama, donc pour l'achat de médicaments, de consommables, enfin des intrants pour le secteur de la santé. Et puis on aura aussi une composante dans ce programme qui visera à appuyer les centres de santé de base et les hôpitaux de district. Et on doit justement définir avec les services du ministère et avec des partenaires de mise en œuvre, notamment l'UNICEF, quelles seront les actions concrètes que recouvrira ce volet. Et puis on aura aussi un appui technique au ministère pour aider à la gestion des ressources en particulier ou d'autres besoins que le ministère voudrait formuler. Et je pense que c'est une bonne nouvelle que nous soyons présents dans ce secteur parce que, bien sûr, les besoins sont importants dans le pays. Et on avait dans le passé eu un premier programme de soutien dans le secteur de la santé qui s'est terminé. Et donc, on reprend le flambeau dans ce domaine. Et outre le programme, on a parlé un petit peu des défis du secteur de la santé à Madagascar, qu'il s'agisse des maladies comme le sida ou le paludisme, mais aussi des grossesses précoces et des difficultés liées à la mortalité maternelle. Donc c'est aussi un point sur lequel on sera attentif, notamment dans la performance des centres de santé de base. Et la ville d'Antirabé disposera prochainement d'une caserne de pompiers avec des équipements adaptés. Grâce aux efforts déployés par le maire d'Antirabé, le Dr Ouno, la ville d'Antirabé a pu bâtir cette caserne alors qu'il n'en avait pas eu depuis 40 ans. Avant l'ouverture de cette caserne, les pompiers vont poursuivre une formation cette semaine. Les détails avec Anza Hatzanarville. Ces pompiers de l'armée suivront une formation d'une semaine avant l'ouverture officielle de la caserne. La collaboration entre la municipalité, l'armée malagasy et des partenaires de Lyon en France a permis la construction de cette nouvelle caserne. Selon les informations, la formation qui leur est dispensée est basée sur les bases des sauvetages et des secours d'urgence. On va faire une première semaine de formation de lutte contre l'incendie. Et la semaine prochaine, ce sera une formation secourisme. Formation pompier, classique, dérouler les tuyaux, éteindre les incendies et secourisme pour les accidents, les malaises, ce genre de choses. Ouais. Le maire de la commune d'Antirabé demandera l'aide des autorités pour sortir ces matériels du port de Touamasn afin de faire fonctionner la caserne. À présent, nous allons suivre un public reportage de l'ISCAM. Bonsoir, merci de nous accueillir chez vous. Ayn et Aaron, nous représentons ISCAM Business School en 4 foot. Nous allons vous présenter ISCAM Flash Admission. ISCAM Flash Admission est une occasion pour vous d'intégrer l'ISCAM en moins de 24 heures. Pourquoi? Parce que l'inscription
Les étapes du concours et la mise à disposition des résultats se feront en un seul jour. Le concours se fera donc le 27 janvier 2023, ce vendredi, à partir de 7h30. Ce qu'il vous reste à faire, emmener une pièce d'identité, un justificatif de réussite du bac, les frais de concours à 50 000 arias réglables à l'ISCAM. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur 032 11 256 32 ou nous contacter sur notre page Facebook ISCAM Business School. Ou venez nous rendre visite sur place. Passons maintenant aux actualités internationales. Aux États-Unis, l'ancien vice-président de Donald Trump, le républicain Mike Pence, a été rattrapé à son tour mardi par l'affaire des archives de la Maison-Blanche. Des documents classés confidentiels ont été retrouvés à son domicile à l'Indiana. Reportage sous les images de France 24. Cette fois, c'est toute la classe politique américaine qui est embarrassée. L'ancien vice-président Mike Pence dit avoir découvert à son domicile dans l'Indiana quelques documents confidentiels datant de son passage à la Maison-Blanche. Dans une lettre aux archives nationales, son avocat affirme que son client ne connaissait pas l'existence de ces documents et qu'il aurait lui-même ordonné une fouille après les révélations de ceux retrouvés chez Joe Biden. Une posture saluée par le camp républicain. Quand Mike Pence a trouvé les documents, la première chose qu'il a faite a été de contacter les autorités compétentes. Et il a bien dit qu'il était prêt à coopérer pour être sûr que cela ne se reproduise jamais. Malheureusement, le président Biden, lui, ne joue pas la carte de la transparence. Il a des documents classifiés de l'époque où il était au Sénat. Je ne comprends même pas comment un sénateur américain peut sortir un document classifié, à part peut-être en le mettant dans son pantalon. Depuis plusieurs semaines, Joe Biden voit les policiers fédéraux défiler dans son domicile du Delaware, où ont été découverts là aussi des documents datant de son passé de sénateur et de vice-président. L'affaire est un peu gênante pour les démocrates, qui ne se sont pas privés de critiquer l'ancien président Trump, accusé d'avoir délibérément emporté plusieurs centaines de documents, dont plusieurs classés secret défense. Il y a une énorme différence entre la façon dont le président Biden a géré cette affaire et la façon dont l'ancien président Trump a géré la sienne. L'un a pleinement coopéré avec les autorités, l'autre s'est abstenu pendant plus d'1 an. Pour les affaires Trump et Biden, un procureur spécial indépendant a été nommé. Mais depuis ces révélations, certains commencent à demander une réforme globale de la classification des documents confidentiels. Sous pression depuis des jours, l'Allemagne a fini par annoncer mercredi la livraison des tanks lourds Léopard 2, réclamés avec insistance par l'Ukraine. 5 questions pour comprendre l'importance de ces tanks et les enjeux de cette livraison à l'Ukraine. France 24. De l'avis des militaires et des spécialistes, il est d'une efficacité redoutable sur le terrain. Le Léopard 2, un char lourd de fabrication allemande dédié au combat. Un engin de 60 tonnes qui peut atteindre les 70 km/h et avec une autonomie de 450 km. Ses caractéristiques techniques, comme son équipement de vision nocturne et son efficacité contre les mines et les lance-roquettes, lui valent d'être très convoité par les combattants ukrainiens. Les chars Léopard allemands ont un équipement de grande qualité, mais avant tout, ils offrent une meilleure protection avec plus de blindage. Leur rôle est crucial pour notre survie. Bien sûr que ces tanks seraient très importants pour nous, mais il faudrait former les équipes à leur utilisation. Ils sont nécessaires, mais très compliqués. Des tanks plus techniques et qui pourraient jouer un rôle crucial dans cette guerre, à l'heure où Kiev tente de reconquérir son territoire avec un armement vieillissant. L'armée ukrainienne en est bien consciente. Elle a d'ailleurs fait pression sur les chancelleries occidentales ces derniers mois pour lui livrer du matériel de pointe. À l'image des chars Léopard 2, construits en série à partir de la fin des années 70 et aujourd'hui adoptés par une douzaine de nations européennes. Selon des estimations, environ 3500 exemplaires de ce blindé ont été produits. Des pays comme la Grèce, l'Espagne et la Turquie en possèdent chacun plus de 300 en service. De son côté, l'Ukraine affirme qu'il lui faudrait 300 chars au total pour mener une opération militaire d'ampleur contre les forces russes.
Et pour clôturer cette édition, les 49 soldats ivoiriens arrêtés en juillet au Mali où ils ont été condamnés puis graciés en janvier ont été décorés mardi par le chef d'état-major de l'armée ivoirienne, un peu plus de 2 semaines après leur retour à Abidjan. France 24. Les autorités ivoiriennes attendaient le retour des 49 soldats ivoiriens qui étaient détenus au Mali pendant 6 mois pour organiser cette cérémonie. C'est donc 850 casques bleus qui ont été décorés ce matin, des officiers et des sous-officiers qui ont reçu la médaille des mains de l'état-major des armées qui les a félicités pour leur mission au Mali. Cette présence intermalienne participe de la défense de l'avant et a contribué à garantir la sécurité de nos frontières. À tous, je dis bravo. Dans son discours, le porte-parole des casques bleus a remercié ses supérieurs, mais il n'a pas aussi hésité à souligner à quel point ces missions au Mali sont de plus en plus difficiles. Ce séjour aura connu bien de péripéties, tant dans la durée que dans le déroulement. Doutes et douleurs nous auront visités. Au final, ce furent de 6 à 34 mois de stress continu, mais de détermination permanente. Tous les soldats n'étaient pas présents ce matin lors de la cérémonie. 870 casques bleus ivoiriens sont toujours en mission au Mali. En novembre dernier, la Côte d'Ivoire avait annoncé le retrait progressif de ses troupes au Mali. Une décision en pleine crise diplomatique entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les deux pays semblent vouloir se réconcilier et normaliser leurs relations. Mais sa décision de retrait semble bien actée. En février et en août prochain, les dernières troupes ivoiriennes au Mali rentreront en Côte d'Ivoire et il n'y aura pas de rotation des troupes. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.